Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 21 septembre, le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a proposé ce lundi un report d'au moins un an du scrutin présidentiel prévu en décembre. Une tentative de coup d'État au Soudan impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ancien président Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans, a échoué ce mardi. Et puis le ministère camerounais de la Défense a annoncé ce lundi qu'une quinzaine de soldats ont été tués dans 2 attaques en 5 jours au Cameroun anglophone. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé ce lundi qu'il nommerait un nouveau chef du gouvernement tout en gardant en place les mesures d'exception qu'il avait décrétées le 25 juillet pour s'arroger les pleins pouvoirs. Saïed, dont le discours au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid a été interrompu à plusieurs reprises par une foule scandant le peuple veut la dissolution du Parlement, a en outre annoncé qu'il allait faire adopter une nouvelle loi électorale sans en dévoiler les contours. Il a évoqué par la suite une réforme à venir de la Constitution de 2014 qui a instauré un système hybride, ni présidentiel ni parlementaire, source de conflits récurrents entre les 2 pouvoirs. Suivons un extrait de ses propos. Je ne suis pas ici pour présenter une pièce de théâtre comme celle à laquelle vous avez assisté il y a 2 jours. Son metteur en scène est connu et est un échec. Et ses acteurs sont parmi les plus mauvais. Ces mesures exceptionnelles vont se poursuivre. Des dispositions transitoires ont été prises et un Premier ministre sera nommé, mais sur la base de décisions transitoires répondant à la volonté du peuple. Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a proposé ce lundi un report d'au moins un an du scrutin présidentiel prévu en décembre dans le cadre d'élections générales. Une proposition pour faute de consensus sur la loi électorale. La ratification le 9 septembre d'une loi électorale manifestement taillée sur mesure pour l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, a provoqué une montée des tensions à 3 mois du double scrutin crucial annoncé pour le 24 décembre, mais qui semble de plus en plus hypothétique. Non soumis à un vote et signé par le chef du Parlement siégeant à Tobrout, Aguila Saleh, un allié du maréchal Haftar, le texte a été accueilli par un déluge de critiques de députés et d'autres instances écartées du processus législatif. Nous ne reconnaissons pas la ratification de la loi relative à l'élection du président, décision prise sans vote légal ni consensus, a fustigé lundi Khaled El-Meshri, président du Haut Conseil d'État, lors d'une conférence de presse à Tripoli. Le HCE a préparé un projet de base constitutionnelle et proposé la tenue d'élections législatives le 24 décembre afin de créer un Conseil de la Nation bicaméral, a-t-il déclaré. Une fois créé, ce nouvel organe remplacerait le Parlement implanté à Tobrouk ainsi que le HCE basé à Tripoli et hostile au camp pro-Haftar. Le Conseil de la Nation serait ensuite chargé de fixer la date du scrutin présidentiel, mais seulement après l'adoption d'une nouvelle constitution, a expliqué Meshri. Il se pencherait sur le projet de constitution pendant une année, a-t-il précisé, car la tenue d'une présidentielle en décembre, comme prévu, n'engendrera pas la stabilité en Libye à l'heure actuelle, a-t-il affirmé.
armée, mettant en garde. Si le Parlement insiste pour maintenir sa loi sur l'élection présidentielle, nous la verrons comme une entrave claire au processus électoral. L'article qui concentre les critiques dans la loi électorale ratifiée par Saleh stipule qu'un militaire peut se présenter à la présidentielle à condition d'abandonner ses fonctions 3 mois avant le scrutin. S'il n'est pas élu, il pourra retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire. Les élections nationales dans des dizaines de circonscriptions d'Éthiopie en proie à des troubles sécuritaires ne pourront avoir lieu comme prévu fin septembre après plusieurs reports successifs, a déclaré ce lundi la Commission électorale nationale. Au moins 26 circonscriptions touchées par des conflits sont concernées. En Éthiopie, plus de 7 millions d'électeurs pourront voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales et 105 circonscriptions pour les sièges des conseils régionaux, a déclaré Soliana Chimeles, porte-parole de la Commission, lors d'une conférence de presse lundi. Toutefois, le scrutin ne pourra avoir lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amara et 8 de la région d'Oromia, a-t-elle précisé. Mais des problèmes logistiques et l'insécurité ont entraîné des retards dans plusieurs régions où le scrutin, reporté à plusieurs reprises ce dernier mois, doit se tenir le 30 septembre. La région d'Amara a été le théâtre de récents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, tandis que la région d'Oromia est aux prises avec une insurrection de l'armée de libération Oromo. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité du Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin. L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais la commission électorale a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, région du Nord, en proie à un conflit armé et contrôlé en grande partie par le TPLF. Le nouveau gouvernement éthiopien doit être formé le 4 octobre. La commission électorale espère publier les résultats des scrutins du 30 septembre d'ici le 10 octobre, selon Soliana Chimeles. Ces élections, censées apporter à Abiy Ahmed l'onction populaire qui lui fait défaut, ont notamment été boycottées dans la région de l'Oromia, la plus peuplée du pays, par d'importants partis d'opposition qui dénonçaient l'arrestation de certains de leurs candidats ou la mise à sac de leur bureau. L'actualité, c'est également la tentative de coup d'État manqué qui a eu lieu ce mardi au Soudan, selon les médias d'État. Cette tentative intervient alors que le Soudan peine à faire aboutir sa transformation politique depuis la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir il y a plus de 2 ans. Les responsables gouvernementaux et militaires ont également confirmé à l'agence France-Presse les informations selon lesquelles les auteurs non identifiés d'un complot avaient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État, mais qu'ils avaient échoué. Un autre haut responsable militaire a lui déclaré qu'un groupe d'officiers était impliqué dans la tentative, mais qu'il avait été immédiatement suspendu. Membre éminent du Conseil souverain, Taher Abou Adja a déclaré dans une allocution retransmise à la télévision que l'État a déjoué une tentative de prendre le pouvoir. Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle, d'Omdurman, de l'autre côté du Nil. La tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais, formé après l'éviction en avril 2019 de Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. En place depuis plus de 2 ans, le cabinet civilo-militaire, né d'un accord historique avec les factions politiques à la pointe de la mobilisation populaire contre Béchir, est censé emmener le Soudan vers un pouvoir entièrement civil. Mais jusqu'à présent, les militaires ont toujours la haute main, tandis que les civils peinent à s'imposer. Outre cette concurrence au cœur du pouvoir, le Soudan a rencontré de nombreuses embûches dans sa tentative de transformation politique, caractérisée par de graves difficultés économiques et des divisions politiques profondes. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d'un programme d'allègement de la dette du Fonds monétaire international. Une quinzaine de soldats ont été tués dans 2 attaques en 5 jours la semaine dernière dans une des 2 régions anglophones du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère de la Défense. Le ministère camerounais de la Défense a déclaré dans un communiqué
que le 16 septembre dernier, un convoi du 6e bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise, a été la cible d'une embuscade de terroristes lourdement armés à Bamensing, dans la région du Nord-Ouest. Toujours dans ce communiqué, le ministère a affirmé que les insurgés ont immobilisé les véhicules à l'aide d'un engin explosif improvisé et d'un lance-roquettes anti-char avant d'ouvrir un feu nourri sur le convoi. Un peu plus tôt, le 12 septembre, une autre attaque d'engins explosifs improvisés avait visé un convoi militaire sur la commune de Kombo, dans la même région, selon le ministère qui parle d'un bilan cumulé d'une quinzaine de soldats et de plusieurs civils tués. Dans les deux régions sud-ouest et nord-ouest, où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone dirigé par le président Paul Biya, les groupes armés séparatistes et les forces de sécurité dépêchées par Yaoundé s'affrontent dans un conflit meurtrier depuis 4 ans. Les deux camps sont également régulièrement accusés par les ONG internationales et l'ONU des actions et de crimes contre les civils. Le conflit a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile depuis 2017, selon les mêmes sources. Dans son communiqué, le ministère de la Défense a affirmé ce lundi, sans livrer de détails, l'existence de liens et d'échanges d'armements sophistiqués entre les terroristes sécessionnistes et d'autres entités terroristes opérant hors des frontières du Cameroun, notamment des groupes intégristes. Hors du continent africain pour finir cette édition, au Liban, le Parlement a entamé ce lundi à Beyrouth le débat sur le vote de confiance au nouveau gouvernement. La session a été retardée par une coupure de courant dans un pays touché par la pire crise socio-économique de son histoire. La réunion au cours de laquelle le Premier ministre Najib Mikati a présenté le programme de son gouvernement avant un vote de confiance quasi assuré devrait commencer à 8h GMT. Mais elle a été retardée d'environ 1 heure en raison d'une coupure de courant. Les coupures d'électricité ont fortement augmenté, paralysant la vie des populations au Liban. Le gouvernement de 24 membres du Premier ministre Mikati a été formé le 10 septembre après 13 mois de vide politique. Le pays où le mouvement armé pro-iranien Hezbollah a une influence prépondérante était sans nouveau gouvernement depuis la démission du cabinet de Hassan Diab dans la foulée de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août 2020. Parmi les innombrables défis, le nouveau gouvernement devra parvenir rapidement à un accord avec le Fonds monétaire international, étape incontournable pour une sortie de crise. Il devra également préparer le terrain aux élections législatives prévues en principe en mai 2022. Devant les parlementaires, Mikati s'est notamment engagé à reprendre les négociations avec le FMI et à développer un plan pour relancer l'économie. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.